Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Des instituts d'enseignement privé pour accéder plus vite à la réussite. Voilà la promesse ronflante de certains transfuges de l'éducation nationale passés dans le privé. Parmi ces nouveaux vendeurs du business de l'excellence académique figure notamment la philosophe et ancienne dirigeante de l'ENS, Monique Canto-Sperberg, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui ouvrira à partir de la rentrée 2023 une université privée dotée d'un cursus d'arts libéraux pluridisciplinaires et bilingue. Et pour recruter ces futurs étudiants en bachelor privé, Canto-Sperberg a publié cette vidéo digne des pires influenceurs des réseaux sociaux. Regarde. Tu es un peu déçu par des résultats de Parcoursup ? Eh bien, sache-le, il existe une nouvelle institution d'enseignement supérieur, Atout Plus, qui propose une formation en 3 ans, niveau licence. Atout Plus, c'est le premier Liberal Arts College à la française. J'ai consacré ma vie à l'enseignement supérieur. J'ai dirigé l'école normale supérieure, j'ai présidé Paris Sciences et Lettres, j'ai créé le premier CPES, mais je sentais qu'aujourd'hui, on avait besoin de quelque chose de nouveau, un nouveau type de formation, parce que les étudiants ont changé, parce que les savoirs se sont renouvelés. Atout Plus, c'est précisément la formation qui répond à ce changement, qui répond à ces nouveaux besoins, et qui te donnera pour toute la vie une confiance inébranlable dans ce que tu auras appris et les méthodes de travail que tu as. Alors voilà donc, sur le papier, ce nouveau type d'université prétend répondre aux insuffisances du monde académique. Mathieu, Julien, est-ce que vous croyez en cette ambition ? Alors, est-ce que ça sera efficace, cet institut ? Je ne sais pas. En tout cas, un peu comme les écoles de commerce, ça va certainement marcher comme lieu de réseautage, comme lieu d'entretien des solidarités de classe. Je ne sais pas ce qu'on y apprendra, mais on y rencontrera certainement beaucoup de monde. On sait bien que c'est un peu cette conception-là de l'éducation supérieure qui prévaut dans une telle logique. La vidéo, je tenais à ce qu'on la voie, celle de Monique Canto-Sperberg, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a été un peu un choc pour les gens, disons pour les collègues de l'enseignement supérieur. De mon côté, je suis enseignant-chercheur aussi, et je fais partie aussi de ce monde-là. Au sein de l'université, oui, bien sûr. C'est ça. Et ça a été un choc un petit peu pour tout le monde, parce que c'est quand même pas n'importe qui, Monique Canto-Sperberg. C'est une philosophe, une spécialiste d'éthique, c'est une platonicienne. Elle a fait des travaux, des manuels à destination des étudiants, mais aussi des travaux d'érudition très importants, des traductions. C'est une savante. Par ailleurs, tu l'as rappelé, elle a dirigé l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. C'était vraiment le fer de lance de l'élite absolue de la France depuis la Révolution française et du service de l'État, un lieu où on est payé pour faire ses études. Un lieu qui, il y a longtemps, c'est plus trop le cas, mais permettait d'accéder à des gens issus de classes sociales peu favorisées, à ces gens-là, disons, voilà, d'accéder à l'élite du savoir. Elle a dirigé PSL, c'est-à-dire Paris Sciences et Lettres, un conglomérat universitaire parisien qui, là encore, est vraiment au sommet, disons, de la hiérarchie des humanités. Et la voir, c'est un peu une humiliation collective, au fond, de la voir faire l'article, ce boniment à 2 francs qui commence avec un tutoiement démagogique, un petit peu déçu par les rapports de Parcoursup, par les résultats de Parcoursup, cette espèce d'euphémisation un peu condescendante et gentille, alors qu'elle-même et les courants politiques qu'elle soutient depuis longtemps, c'est une philosophe libérale qui ambitionne, disons, de créer un libéralisme de gauche, mais qui, dans la pratique, est devenue macroniste après avoir été chiracienne, il faut le dire. Bien, dans la pratique qui a été la sienne, elle a soutenu des gouvernements, une inflexion générale dans l'enseignement supérieur qui a donné pour résultat Parcoursup, c'est-à-dire des dizaines, des centaines de milliers d'étudiants qui sont laissés sur le carreau et qui se retrouvent sans poste et qui, de fait, n'ont plus droit au service public d'éducation supérieure. Et c'est la même qui vient ensuite proposer pour 12 000 euros des scolarités à 12 000 euros. Alors, il s'est empressé depuis de tweeter en disant qu'il y aura 40% des étudiants qui ne paieront pas de frais d'accès. Et évidemment, il va y avoir quelques boursiers. Alors, je ne sais pas, peut-être, voilà. Tout ça est vraiment triste et assez terrible aussi, finalement, presque pour une génération, en quelque sorte, une génération d'intellectuels français. En tout cas, elle maîtrise plutôt bien les codes des réseaux sociaux. Elle tutoie son public, elle présente un besoin. Avec la petite musique derrière, Mathieu Slama, tu as été aussi choqué par... Oui, alors, moi, d'une part, Monique Canto-Sperberg, c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est pas n'importe qui. C'était une grande figure du libéralisme français, républicain, très comment dire, qui gardait beaucoup de distance avec l'extrême droite, avec même la droite un peu dure, etc. Et je trouve que c'est une personne tout à fait estimable. Et
En revanche, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours défendu des idées très libérales. Et en fait, je pense que ce qu'elle défend là, alors sur le modèle un peu anglo-saxon d'une université, ou en tout cas d'un institut privé qui viendrait concurrencer les universités publiques, parce que c'est quand même ça, je pense, dans son idée, qui est une idée assez libérale. Je pense qu'en fait, il y a derrière quelque chose d'assez profond, et que vous avez très bien dit d'ailleurs, c'est l'idée vraiment qu'on est en train d'assister au possible délitement de ce qui a toujours été au cœur du pacte républicain français, c'est-à-dire cette idée qu'après le bac, chacun pouvait accéder à l'université. Donc l'université publique à bas prix, c'est-à-dire avec des frais en tout cas d'inscription qui étaient modérés. C'était toujours trop à mon sens. L'université de masse. L'université de masse, c'est ça l'idée. C'est ça qui est fondamental. Ça c'était vraiment, et encore une fois, l'idée républicaine d'égalité, finalement, de tous vis-à-vis de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Et avec aussi cette idée derrière, et je suis persuadé que vous allez être sensible à ça, l'idée que l'université, c'est aussi le lieu comme vous, des universitaires qui sont reconnus par leurs pairs, jugés par leurs pairs, etc. Et il y a toujours eu cette idée-là, je crois, dans l'idée républicaine française, et qui a été mise à mal progressivement. Alors, il y a eu, je crois, cette loi sur l'autonomie des universités de 2007. Je crois que c'était François Fillon, je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, il y a eu des successifs qui ont commencé à mettre à mal ça. Il y a eu Parcoursup qui a été, je crois, terrible, parce que finalement, vous l'avez dit, ça a mis sur le carreau des centaines, voire des milliers même d'élèves. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de capitaliser sur cet échec ou ce démantèlement, le mot est peut-être un peu fort, mais de cette dérive et de ce déclin de l'université française, et de laisser des opportunités à ce type d'initiatives privées qui, à mon sens, sont une rupture du pacte républicain. Et juste pour finir, c'était l'enseignant Johan Fabre qui a écrit un petit livre, tract, sur Parcoursup, et qui était assez visionnaire. Je crois que c'était l'année dernière qu'il avait sorti ça. On l'avait invité aux médias. Et alors, du coup, il a été assez visionnaire parce qu'il a expliqué que Parcoursup allait être finalement allait créer énormément de perdants, de déçus, de désespoir, et que ça allait être la courroie de lancement de ce type d'initiative privée. Ça crée un marché. Voilà. Et donc j'ai l'impression qu'on est un peu là, et encore une fois avec un peu la perte de cette idée républicaine française, donc qui était chère pour la gauche, la droite confondue, il n'y a encore pas si longtemps que ça, quand on était républicain. Mais ce déclin dont vous parlez, c'est avant tout le déclin de la courbe de l'investissement de la part de l'État par étudiant en France. Elle a circulé sur les réseaux sociaux, entre autres. On voit très bien qu'il y a une baisse et même un effondrement du financement de l'État par étudiant. Depuis en particulier le temps de François Hollande, qui s'est accéléré. Et les premiers à souffrir de cette baisse, ce sont bien évidemment les classes populaires, et notamment les jeunes issus des quartiers populaires. Alors en réaction à cette vidéo de Monique Cantos-Berber, un professeur des universités, Lionel Larrey, a fait sa propre vidéo de promo. Il vante avec humour les mérites de l'enseignement public. Écoutons-le. Tu es un peu déçu par ton école privée super chère aux diplômes qui ne valent rien ? Eh bien, sache-le, il existe une très vieille institution d'enseignement supérieur, l'université publique, qui propose des formations en 3 ans, la licence, en 5 ans, le master, ou en 8 ans, le doctorat. L'université, c'est la première institution vraiment sérieuse d'études supérieures. J'ai fait plein de choses super, mais tu t'en fiches parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. Mais je sens qu'aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de nouveau. Donner les moyens aux universités d'accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent y aller. L'université, tu y recevras un enseignement appuyé sur la recherche. Tu y développeras un esprit critique, une ouverture sur le monde, une capacité à affronter les nouveaux défis sociétaux, et tout ça pour quasiment pas un rond. Alors au-delà de cette réponse pleine de sarcasme, est-ce qu'on doit vraiment là s'inquiéter aujourd'hui, messieurs, de la marchandisation du savoir dans le privé? Je vais juste signaler que Lionel Larrey, non seulement est enseignant-chercheur, professeur des universités et spécialiste de civilisation américaine, de littérature de civilisation américaine, mais il est aussi le président de l'université Bordeaux-Montaigne.
C'est-à-dire, là encore, c'est quelqu'un qui a Il des est fonctions éminent. considérables. Ouais. Et cette réponse, je trouve, est particulièrement savoureuse et réussie. Des vieilleries comme l'université qui s'est fixé finalement le don universel du savoir. Au Moyen-Âge, on disait scientia donum Dei, la science est un don de Dieu, le savoir est un don de Dieu, unde vendi non potest, et on ne peut pas le vendre. Il se resitue immédiatement dans cette tradition, et je trouve que c'était particulièrement bienvenu. Et pour ajouter un point qui va complètement dans mon sens, au fond, encore une fois, la question, et c'est quelque chose qui vient d'assez loin, c'est d'une part, on va dire, la libéralisation à l'extrême de tout ce qui, il y a encore quelque temps, on considérait que ça appartenait au bien commun, à ce qu'on appelle des services publics, etc. Et en fait, on voit que ça touche tout. C'est-à-dire que maintenant, plus rien n'est épargné par ça, y compris l'éducation et l'enseignement supérieur. Et au fond, encore une fois, je crois que c'est aussi quelque chose qui nous vient beaucoup du libéralisme américain et même de certains penseurs libertariens qui rêveraient, en fait, finalement, d'une éducation qui serait confiée au privé, ou en tout cas où chacun serait libre d'aller soit dans le public, soit dans le privé, etc. Et avec cette idée, encore une fois, que chacun pourra choisir, mais selon ses revenus. Et vous avez parlé de la question de l'égalité, et qui me semble absolument centrale. On sait très bien que c'est un des grands problèmes de notre société en France. Bon, Bourdieu l'a dit il y a des décennies, mais d'autres encore le disent, et dont vous également, que le grand problème de l'éducation en France, de l'enseignement, etc., c'est l'accès à cette éducation, l'accès à cet enseignement, l'inégal accès à cet enseignement, le fait qu'en fait les barrières arrivent très très tôt. Vous parliez des jeunes des quartiers populaires, eux n'ont même pas la chance potentiellement d'aller jusqu'au bac et ensuite d'espérer l'université. Donc en fait déjà il y a des barrières absolument immense qui, quand on parle d'égalité des chances, ce fameux terme qui aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose, tout est déjà faussé. Et donc en plus de ça, là-dessus, donc s'inscrit donc cette logique privée qui va venir, alors là, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais aller encore plus dans un système inégalitaire où finalement il y aura ceux qui auront les moyens, qui pourront aller dans les universités privées, qui finalement au fur et à mesure pourraient par exemple être reconnus par l'État. Je veux dire, aujourd'hui, Monique Antosperber dit que c'est équivalent licence. Voilà, donc c'est pas une licence reconnue par l'État, mais peut-être que dans quelques années, un deal ou quelque chose sera trouvé avec le gouvernement et ce sera finalement reconnu par l'État. Et donc c'est cette pente-là qui va accroître considérablement les inégalités, avoir une éducation en enseignement à double, triple, quadruple vitesse, en fonction des origines de chacun, des moyens de chacun, etc. Et en fait, il me semble, encore une fois, c'est le contraire absolu qu'il faudrait faire. En fait, contraire absolu. Avant Parcoursup, les jeunes issus des quartiers populaires et des classes notamment ouvrières pouvaient entrevoir une chance ou une possibilité d'aller à l'université, de changer de conditions sociales, parce que l'école aurait dû nous permettre de changer de conditions sociales, mais effectivement, le champ des possibles a été réduit avec Parcoursup. Julien. On parlait de l'éducation supérieure livrée au marché, mais si on va au fond des choses, si on reprend quand même le processus lui-même au plan historique, il y a une place de l'Union européenne, de la mise en œuvre du contenu du traité constitutionnel européen qui a été rejeté en 2005, mais mis en application ensuite, et qui implique dans une très large mesure de livrer à la concurrence tous les secteurs de l'activité économique, y compris ceux qui font service public, qui est en œuvre ici. Et si on en revient à Monique Antosperber, il faut quand même se rappeler qu'elle était une fervente militante du oui, bien sûr, au traité constitutionnel européen en 2005. On se souvient qu'elle avait signé une tribune notamment avec Paul Ricoeur. C'était une proche de Paul Ricoeur, très peu de temps avant la mort de Paul Ricoeur, presque centenaire. Paul Ricoeur, vous savez, dont Emmanuel Macron a été un disciple, en tout cas un collaborateur. Il s'en réclame. Oui. Il a relu un de ses livres importants et travaillé sur les notes de bas de page. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un objectif politique fondamental de l'Union européenne qui est explicite d'ailleurs. Si on lit les gens qui se sont occupés de ça et qui s'occupent encore aujourd'hui de ça, par exemple Pascal Lamy, qui était pourtant un socialiste, qui dit l'Europe, c'est par l'Europe, ça fait très longtemps qu'il l'a dit, c'est par l'Europe que nous allons réussir enfin à marchéiser, c'est cet horrible nom transformé en verbe, la marchéisation, nous allons réussir à marchéiser la société. Et derrière, il y a l'idéologie néolibérale selon laquelle la seule justice possible, c'est celle qui est établie par les relations de marché.
Des rapports de force médiés par la monnaie, évidemment par les conditions économiques. Alors c'est très frappant de voir que le cas de Monique Canteau, il n'est pas du tout isolé, hein. Il y en a d'autres. Alors il y a Jean-Michel Blanquer qui semble, aux dernières nouvelles, se lancer dans la création apparemment d'une quinzaine d'écoles privées qui vont être centrées sur la question de la transition écologique. Martin Hirsch, hein, bien sûr, qui lui a œuvré pour... qui est un ancien de la PHP. Tout à fait, hein, qui a dirigé les hôpitaux de Paris, qui a œuvré au démantèlement du service public hospitalier avec des coupes drastiques, notamment dans le nombre de lits, hein, avec une privatisation généralisée rampante. Eh bien aujourd'hui, il cachetonne chez Galileo Global Education, donc auprès d'une firme internationale d'enseignement supérieur. Hein. Donc, je ne sais pas d'où Madame Cantos-Sperber tire ses fonds, parce qu'il ne faut pas être naïf. Hein. Derrière la création de son institut à tout plus, il y a évidemment les capitaux. Hein. Il y a des lieux, ça coûte très cher, c'est dans le centre de Paris. Il faut amorcer la pompe pour payer des enseignants prestigieux. Certains sont issus de la Sorbonne. Ils vont côtoyer Raphaël Enthoven, qui est affiché aussi comme l'un des enseignants sur place. On voit très bien que ça va être un lieu où réseauter. Hein. Tout ça, ça a un coût. Derrière, il y a des intérêts financiers. Monique Cantos-Sperber est chroniqueuse à l'Opinion, qui est un quotidien patronal, hein, financé par le grand patronat. Donc, derrière, il y a ces intérêts-là qui avancent. Et peut-être juste, si j'ai vraiment en une minute, il y a finalement un autre sujet derrière qui est aussi, d'une part, les enseignants. C'est-à-dire que dans l'université française, il y a quand même cette idée, cette exigence d'enseignants-chercheurs, d'universitaires, qui encore une fois sont recrutés par leurs pairs, qui sont jugés par leurs pairs, et donc ce qui garantit une exigence académique, scientifique, etc. Et ça, je pense que c'est quand même très important dans la logique quand même aussi qui est de l'excellence de l'université française et du sérieux de la recherche et de l'enseignement, etc. Là, dans ce type d'école, et encore une fois, il y a des gens formidables, hein, dont on a vu dans la liste, il y a Jean-Pierre Dupuy, par exemple, qui est pas n'importe qui, et je pense que d'ailleurs, certains chercheurs peuvent être tentés par ce type et certains universitaires peuvent être tentés par ce type d'initiative parce que, encore une fois, vu le délabrement de l'université française, les salaires qui stagnent, etc. Des médecins dans le public qui sont Exactement. tentés par les ça fait cliniques système. privées. Les conditions se dégradent, les salaires baissent, et donc exactement. les Et meilleurs donc vont aller là. certains universitaires d'excellence, ou en tout cas certains, peuvent être tentés par ça. Et puis d'autre part, vous allez avoir aussi des gens qui ne sont pas des universitaires. Vous avez cité Raphaël Enthoven, alors qui est quelqu'un, moi, que je respecte, avec qui je débat de temps en temps. Il a sa place dans le débat public. Il est agrégé de philosophie quand même. Et il est agrégé de philosophie, mais ce n'est pas un universitaire. C'est pas un chercheur. On peut dire n'importe quoi chercheur. même en ayant Voilà. l'agrég en philosophie. Être agrégé, ça ça préserve pas de la bêtise. Et d'autres personnes, pareil, qui n'ont pas forcément ce sérieux académique. Et donc, là encore, il y a aussi cette question-là qui se pose à la fois la question de la qualité académique et donc de préserver ce qui est quand même la grandeur de l'université française. Et puis derrière, donc, ça nous oblige à penser donc l'exact contraire de tout ce qu'on décrit là, c'est-à-dire la revalorisation des salaires, la manière dont on accueille mieux les étudiants, la manière dont on garantit les meilleures conditions de travail pour les enseignants-chercheurs, etc., etc. Enfin, toutes ces questions-là que, comme vous avez très bien dit, la logique néolibérale se refuse à regarder, puisque dans cette logique-là, il faut faire des coups. L'autonomie des universités, il faut être plus efficace, il faut introduire la dimension managériale dans l'université, etc. Donc, je crois que là, il y a quand même un vrai sujet qui se pose. Donc, pour toi aussi, Julien, est-ce qu'on assiste à travers ce système qui est effectivement bien pensé, notamment par Jean-Michel Blanquer, qui a vraiment détruit l'école publique au profit de l'école privée, on assiste à une fuite des cerveaux du public vers le privé? Oui, c'est certain, c'est ce que vous disiez, hein, la dégradation des conditions de travail, d'enseignement, aussi bien pour le public étudiant, pour les élèves, que pour les enseignants, évidemment, va faire la prospérité de ce type d'institut et radicaliser les inégalités. Et qui seront les principales victimes, selon vous, une fois de plus? La classe moyenne et les classes inférieures. La partie inférieure de la classe moyenne et évidemment les classes défavorisées. Oui, et puis de manière générale, les étudiants dans leur ensemble. Parce que finalement, c'est eux qui sont les grands perdants, c'est eux qui ont été les grands perdants de l'auto-université, c'est eux qui ont été les grands perdants de Parcoursup.
Et encore une fois, ce type d'initiative, je ne suis absolument pas convaincu que ce sera favorable aux étudiants, parce qu'encore une fois, qui va aller dans ce type d'endroit? C'est bon, alors les personnes sans doute qui ont les moyens, même s'il y aura des bourses, j'imagine, mais des gens qui auront les moyens, parce que c'est 10 000, 13 000, je crois. Donc alors, entre 12 et 13 000 euros annuels. Donc c'est pas rien. Donc voilà, et puis surtout, ça va être tous les déçus de Parcoursup. Enfin, d'ailleurs, elle le dit, Monique Antosperber, elle le dit ouvertement. Donc il y a cette idée de capitaliser sur le Parcoursup et toute la détresse que ça crée. Donc au final, moi je crois que les grands perdants, encore une fois, c'est les étudiants eux-mêmes. Et sans offrir en plus à l'issue de ces formations privées une garantie de trouver un emploi. Non, ça crée une insertion, disons, sans doute. Mais il faut bien comprendre que derrière le projet politique, c'est la fin de l'enseignement de masse, qui est vécu, l'enseignement supérieur de masse, qui est vécu par les élites françaises et à l'étranger, par ceux qui regardent la France, les dirigeants économiques et politiques qui regardent la France, comme une anomalie. Créer les conditions d'une autonomie intellectuelle de masse, ça n'a que des inconvénients pour les gouvernants. On peut moins raconter n'importe quoi aux gens. On va moins pouvoir les mener en bateau et ça n'a aucun intérêt économique. Au contraire, ça fait des gens qui vont avoir les moyens intellectuels de réfléchir à ce qui leur arrive et éventuellement de refuser un certain nombre de choses. Par ailleurs, réserver seulement à ceux qui ont les moyens ou ceux qui vont s'endetter l'accès à l'enseignement supérieur, comme c'est le cas de longue date aux États-Unis ou en Angleterre, ça coince aussi les gens jusqu'à peu près à l'âge de la quarantaine dans des remboursements d'emprunts qu'ils ont contractés auprès des banques. Soit dit en passant, toutes ces affaires-là, c'est l'Eldorado pour les banques, puisqu'elles vont avoir de nouveaux produits à offrir, ça commence déjà, bien sûr, le financement pluriannuel d'études qui coûtent des dizaines de milliers d'euros et qui seront remboursés ensuite par le lauréat, une fois qu'il aura fini ses études, jusqu'à un âge avancé, avec plein de problèmes économiques qui se posent. D'ailleurs, on voit très bien aux États-Unis, il y a des mesures qui sont prises ou qui sont prônées, notamment par les démocrates, de remboursement, d'annulation de la dette étudiante, tellement ça devient un énorme Donc problème. Ça profiterait aux banques, tout ça. C'est ce monde-là, voilà. C'est ce monde-là dans lequel l'éducation est vue par les élites comme l'éducation de masse est vue comme une anomalie et comme un inconvénient. C'est à nous d'essayer de prendre conscience de ce qui se passe et de combattre ce processus. Et comment résister et comment combattre ce processus, Mathieu Sama? Il faudrait aller à rebours. C'est très simple. C'est rompre avec cette logique néolibérale, comptable des services publics et en particulier donc, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire est un peu bateau, voire naïf, mais c'est réinvestir, c'est recruter. L'université recrute de moins en moins. Il y a de plus en plus de vacataires. Vous connaissez tout ça. Pour ça, on ne peut pas faire disparaître la fiscalité sur les entreprises et sur les hauts revenus. Oui, voilà. Il faut des rentrées fiscales. Mais c'est bien ce dont on parle, c'est-à-dire que c'est des choix politiques. Réinvestir dans l'université, c'est un coût, c'est pas forcément rentable, voilà. Ça dépend ce qu'on entend par là. Exactement, voilà. Et donc c'est aussi considérer que, vous l'avez dit, enseigner, c'est quelque chose qui doit sortir du cadre de la rentabilité, etc. Et que c'est quelque chose qui aussi relève de l'intérêt général, et puis de l'égalité entre chacun. Donc il est clair qu'il faudrait en finir avec Parcoursup, évidemment, avec les mesures de libéralisation, en tout cas d'inspiration néolibérale qui ont été prises ces derniers temps, et revenir vraiment encore une fois, il me semble, ce qui a toujours été l'esprit de l'université française, de comment on a pensé l'université française. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments de crise, après 68, il y a eu une volonté d'un peu de repenser tout ça, mais alors justement, dans une logique encore plus inclusive, si je puis dire, et encore plus universelle, voilà. Mais en tout cas, et d'ailleurs, on pourrait aussi repenser la question de la manière dont on fait cours, etc. Ça, c'est des sujets, évidemment, qui sont importants. Mais il s'agirait donc de revenir à une vision beaucoup plus à la fois universelle, républicaine, de l'enseignement, et avec, encore une fois, des investissements, des moyens mis pour augmenter les salaires, recruter des enseignants. Il y a de moins en moins de postes à l'université, et puis donner des conditions bien meilleures aux étudiants. Voilà. Et puis alors évidemment, derrière, il y a un autre enjeu qui est assurer la vraie égalité des chances, et ça veut dire aussi travailler bien en amont, parce qu'aujourd'hui, mais ça sera un autre débat, mais les blocages sont en réalité beaucoup plus tôt. Sont liés à nos conditions sociales, au blocage qu'on peut vivre en fonction
fonction de notre situation sociale, de notre niveau de vie, même de la dimension culturelle, par rapport à nos parents, à notre famille ou à l'environnement dans lequel on vit. Et ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, alors Julien, selon toi, comment on fait pour repousser ce monstre qui semble broyer l'éducation nationale, l'enseignement public et les classes populaires par la même occasion? Ça ira pas sans une inflexion politique majeure, qui ne partira pas, à mon avis, directement de l'enseignement supérieur. C'est la question plus générale de la prédation des moyens de l'État. Oui, dans le champ de l'État, la prédation sans frein désormais d'une partie des hautes sphères sociales, les classes sociales les plus favorisées, et surtout des grands intérêts économiques. Là, il y a une logique historique de fond qui fait qu'on se retrouve très largement démunis. Il n'y a pas d'instrument politique pour l'instant pour contrer cette prédation. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un démantèlement généralisé qui concerne aussi bien l'hôpital que toutes sortes d'autres services publics. La SNCF, naturellement aussi, les transports en commun. On sait que la RATP est en cours, là aussi, de privatisation, de filialisation. C'est un mouvement d'ensemble. Hein. Et d'ailleurs, je vous coupe, je suis désolé, mais c'est pas anodin si Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait davantage faire éduquer au monde de l'entreprise, au collège. Il a même dit qu'il voulait que les petits Français vivent avec l'idée, l'espoir de devenir milliardaires. Voilà, alors il y a ça, absolument. Totalement il y a effarant. Mais il l'a dit très clairement. Et il y a vraiment cette idée que de faire rentrer le monde de l'entreprise dès le collège, donc à des jeunes de 12 ans, 13 ans, voilà, de leur faire découvrir des métiers, etc. Il a fait un discours récemment là-dessus, et ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire ramener l'idée d'éducation à l'utilité sociale, à l'employabilité, fabriquer finalement des futurs salariés, donc des gens utiles dans le système économique tel qu'il est, etc. Alors moi, je suis persuadé qu'il est de bonne foi, il y croit vraiment à cette idée-là. C'est une idéologie, c'est une vision du monde. C'est une idéologie, c'est une vision du monde, et je crois qu'au contraire, il y a un temps pour tout, mais l'école, le collège, le lycée, c'est aussi le lieu où justement on n'est pas là pour apprendre à être utile ou quoi que ce soit, on est là pour apprendre des fondamentaux, apprendre à être un citoyen qui pense par soi-même finalement. Et c'est pour ça que c'est un mouvement de fond, je crois, qui touche aussi bien l'école, le collège et l'université, le lycée et l'université, enfin vraiment tout le système éducatif consiste à privatiser de plus en plus, même des petites choses, à faire vraiment inscrire l'idéologie néolibérale managériale au cœur même de l'école. Et ça, pour moi, c'est un danger absolument majeur, quoi. Et surtout, vraiment, dans l'esprit totalement anti-républicain, à mon sens.